Bonjour à tous, bienvenue au Planétarium de Nantes, nous sommes en direct, on ne peut pas vous accueillir bien sûr sur place, pour ce webinaire où on va parler de la planète Mars. C'est d'ailleurs notre collègue Vincent qui va s'en occuper, qui va apparaître en dessous dans la petite fenêtre. Je lui ai laissé la place dès que possible, voilà, salut Vincent. Alors, avant de nous attaquer à sans doute la planète la plus intéressante du système solaire, on habitera peut-être, on aura peut-être des habitants sur Mars un jour. Deux ou trois mots sur la façon dont ça va se passer pour ceux qui ne connaissent pas trop. Vous vous rappelez que sur la droite de votre écran, vous avez une zone blanche. Alors, c'est marqué questions et sondages. Si vous avez des questions à poser sur la planète Mars, bien sûr, pas sur tout l'univers, j'essaierai de vous répondre au fur et à mesure. Si la question concerne beaucoup de monde, eh bien, on interrompra Vincent pour faire une réponse générale. N'hésitez pas à poser tout ce que vous voulez savoir sur Mars. Alors, c'est la zone blanche, vous cliquez sur questions, puis en bas, vous verrez, il y a une zone pour taper. Si c'est pour des enfants très jeunes, entre parenthèses, mettez l'âge qu'on puisse faire une réponse qui corresponde, puisque vous êtes complètement anonyme, on vous voit pas, vous nous voyez, mais on ne peut pas vous voir. Et évidemment, on n'a aucune information sur vous. D'ailleurs, l'autre partie s'appelle sondage. Si vous cliquez sur sondage, vous allez en voir apparaître. Alors, ce sera des questions qu'on posera à nous, et il faudra chercher la bonne réponse, des espèces de petits quiz pour s'amuser. Sauf pour la première, pour savoir combien vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes 2, 3, 4, 5, 6 derrière votre écran. Ben, ça nous permet d'avoir un ordre de grandeur. Et puis la deuxième, un peu dans le même genre, mais là, c'est plutôt sur les tranches d'âge. Est-ce que vous êtes très jeune? Est-ce que vous êtes un peu moins jeune? Est-ce que vous êtes ado ou adulte? Voilà, ça nous permettra de faire des statistiques en quelque sorte. Mais sans avoir d'infos sur vous-même, je vous rassure, tout ça est complètement anonyme. Bon, eh bien, normalement, on continue nos webinaires jusqu'à ce que le planétarium puisse vous accueillir vraiment ici. C'est encore en travaux. Juste Vincent et moi sommes pas dans le même bureau, ce qui nous permet de ne pas porter de masque, tant mieux. On espère vous accueillir avant l'été prochain, mais c'est pas gagné. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On est en travaux physiquement, des travaux qui sont un peu ralentis à cause du Covid aussi. Donc voilà, on attend. On doit aussi fêter nos 40 ans au mois de juin, mais on ne sait pas si on fera les 40 ans cette année ou les 41 ans l'année prochaine. On espère quand même être ouvert avant l'année prochaine. Bon, assez bavardé. Je crois que je vais laisser la place à Vincent qui s'impatiente de vous parler de la planète Mars. Oh, on a le temps, mais bon, effectivement, on est là pour parler de Mars, on va essayer d'en profiter. Bien, bonjour à tous, bienvenue donc pour ce webinaire encore une fois. Un petit détail technique, en fait, on exploite ici un nouveau matériel là qu'on a tout juste depuis peu de temps. Là, on a voilà, donc on travaille plus avec le matériel avec lequel on travaillait il y a quelques jours encore. Donc, soyez pas surpris s'il y a des petites choses techniques qui sont un peu différentes. N'hésitez pas à nous le dire dans les questions, hein, justement, s'il y a quoi que ce soit, ça nous permettra d'ajuster le cas échéant. Voilà, j'espère que on nous voit d'une façon nette, précise, etc. Même si l'environnement a un petit peu changé. Voilà. Alors on va parler de Mars donc et bien Mars, on peut en parler sous différents aspects. Alors en une heure, c'est trop court pour parler de Mars sous tous ses aspects. Mais on va essayer de faire un petit mélange de différentes choses. Voilà. On va commencer par parler peut-être de Mars telle qu'on la voit en ce moment, puisque si vous sortez dehors en ce moment, eh bien vous pouvez voir effectivement cette planète Mars. Alors pour la voir, hop là, tiens, vous voyez, je parlais de difficultés techniques, eh bien j'en ai une première, voilà, si ça va marcher. Donc cette planète Mars, pour la voir en ce moment, il faut regarder vers le sud, hein, et si vous regardez vers le sud, là vous voyez, si ce soir il faisait beau, ce qui n'est pas le cas, hein, visiblement, c'est mal parti en tout cas, mais si ce soir il faisait beau, elle serait la planète Mars juste à côté de la Lune, tout là-haut, là, hein, vous la voyez à côté de la Lune, là, eh bien, cette planète Mars, elle est donc visible en ce moment. Hein, elle est là-haut, ici, là, à cet endroit-là, là-haut, au-dessus de la Lune. On voit ma souris, Daniel, tu peux confirmer? Alors, il faudrait que tu baisses un petit peu l'image, tu es trop au ras de l'écran et c'est caché derrière ton nom. D'accord, ok. Hop, comme ça, ici.
Voilà. On voit la souris, oui, mais on voit à peine. D'accord, très bien. Je voulais m'en assurer parce que j'ai qu'un écran là, donc c'est moins Oui, évident. oui, on Donc voit. voilà. Donc vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est en direction du sud, parce que si vous vous fiez à la Lune, aujourd'hui la Lune est là, mais demain elle sera plus au même endroit, elle se sera déplacée un petit peu, elle sera rendue quelque part par ici, et du coup, bah vous verrez plus Mars du même côté que de la Lune. Hein, donc faut pas vous fier à ça. Vous voyez qu'elle a une teinte un peu rougeâtre. Alors on l'appelle parfois la planète rouge, souvent même. Hein, la planète rouge, à vrai dire, c'est pas vraiment rouge, mais c'est plus rouge que les autres planètes. Hein, voilà, on peut dire ça comme ça. Ou que les autres étoiles. D'ailleurs, si vous regardez celle-ci, cette étoile qui brille assez là, eh bien, elle est quand même beaucoup moins rouge que celle-là. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que c'est un rouge écarlate, hein, loin de là. Et d'ailleurs, quand vous regardez même Mars de plus près, bah, elle n'est pas rouge, elle est plutôt ocre comme ça, une couleur un peu orange à la limite. Et donc, si vous avez la chance d'avoir un télescope, par exemple, bah, vous pouvez la grossir un petit peu. Et même avec un télescope, bah, ce sera jamais très très gros, hein, Mars, quand vous la regardez. Voilà, vous verrez, oublier les deux petits points qui sont des satellites et qu'on ne voit pas dans un télescope, hein, des satellites naturels de Mars qui s'appellent Phobos et Deimos. Vous voyez, ici et là. Voilà, Phobos ici et Deimos de ce côté-là. On les voit pas dans un télescope. Par contre, on voit la planète Mars, mais pour bien la voir, il faut vraiment avoir un très gros télescope, parce que vous la verrez même pas comme ça. Vous verrez pas ces détails-là. Hein, ce sera plus petit que ça. Moins lumineux que ça. Voilà, ça va être quelque chose de pas si évident que ça à voir. Voilà. Alors en tout cas, bien, on peut voir Mars. Ah ben non, j'ai rien zoomé là, j'ai rien fait de. D'accord, ok. Bon, bah Non, alors, rien à zoomer. on n'avait pas le retour de ce que je. Bon, ok. Pas le bon retour. Bon, c'est pas grave. En tout cas, cette planète Mars, bah oui, j'ai pas bougé du tout depuis tout à l'heure. Bon, ok. Je vous avais dit, hein, on pouvait s'attendre à des petites difficultés techniques. Bon, ben, je ferai attention pour la prochaine fois. Allez, on va parler de Mars, du coup, toujours vu depuis la Terre. Il faut savoir que Mars, elle a été observée, donc, elle a été observée il y a depuis fort longtemps. Et puis, dès les premières fois où on a commencé à la regarder avec un télescope, eh bien on a appris à chercher des détails dessus. Et à vrai dire, au début, en la regardant dans un télescope, eh bien ça ressemblait à quelque chose comme ça. Alors je vérifie si on voit bien. Voilà, ça ressemblait à quelque chose comme ça, ce qui n'était pas forcément évident. Hein. C'est pas facile de se rendre compte de ce à quoi ça ressemble. Et puis avec des télescopes puissants et peut-être un petit peu trop d'imagination, eh bien voilà ce qui a été fait comme dessin. On a dessiné des choses comme ça et on voyait, on avait l'impression en tout cas de voir sur Mars des canaux. Voilà, vous voyez alors ça a été traduit par canaux, en fait c'était canali en italien, par celui qui avait observé ça. Hein, c'était au 19e siècle. Et ce canali s'est transformé en canot. Et canot, en anglais, ça avait, enfin, canals, en anglais, ça avait plutôt une connotation de quelque chose construit par des humains, hein, plus que des lignes comme ça qui pouvaient être naturelles. Donc assez rapidement, les médias, la presse, etc. La presse à l'époque, hein, les médias, c'était pas, il n'y avait pas Internet, hein, a pris les choses en main et du coup, eh bien, assez rapidement, on a eu des. Ça va pas. Ça marche pas comme je voudrais. Alors. Excusez-moi. Hein. Tac. Voilà, on a eu des images qui ont fait sensation hein, finalement assez rapidement, et on s'est retrouvé donc avec des unes de journaux un peu sensationnelles en quelque sorte, hein, pour dire voilà, il y a des hommes sur Mars, il y a de la vie sur Mars puisqu'on a vu des canaux, etc. Bon, il s'avère qu'en fait c'est pas du tout ça et que à vrai dire
cette planète Mars, en la regardant de plus près. Ensuite, en s'en approchant, on s'est rendu compte que c'était pas du tout des canaux qu'on avait vus, mais des différences de couleurs qui étaient liées à la géologie du sol martien, et donc pas du tout une question de canaux. Alors ça, on a pu s'en rendre compte que lors des premiers survols de Mars, hein, dans les années 60, parce que ça fait un bon petit moment maintenant qu'on a fait ça, et à vrai dire, eh bien déjà dans les années 60, on a envoyé donc des petites sondes là-bas qui ont permis de voir à quoi ressemblait donc cette planète Mars. Alors ces premières images qu'on a eues de Mars, elles étaient tout à fait simples et enfin très basiques, hein, finalement. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop là. Alors on va repartager l'écran ici. Hop. Voilà. Donc cette image, effectivement, elle nous montre en fait les premières photos qui ont été prises de Mars. Alors pas la planète en elle-même, là c'est une photo récente, mais tous les petits carrés que vous avez dessus, 1, 2, 3, 4, 5, etc. là, représentent toutes les photos, les 21 premières photos qui ont été faites de Mars sur place. Et donc vous les voyez, hein, dans les petites vignettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Voilà, jusqu'à 21 ici. Alors, vous voyez que la résolution, elle est pas terrible, mais en attendant, c'est lors de ce survol qu'on a découvert, par exemple, Valles Marineris. Vous voyez que la sonde, elle s'appelle Mariner, et du coup, bien Valles Marineris, qu'on reverra plus tard, eh bien, c'est à cette occasion-là qu'on l'a découvert et qu'on l'a nommé, hein, pour le coup. Voilà. Et puis, on a envoyé des différentes choses comme ça, et on a fini par envoyer un jour un robot qui est allé se poser à la surface de Mars. Alors, c'était un petit peu après, c'était dans les années 70, et donc, eh bien, ça a été la première fois, ça a été cette sonde-là, cette sonde Viking, en fait, qui est allée se poser sur Mars et qui a pris quelques photos, d'ailleurs, hein, quelques photos de la surface. Ça nous a donné une idée de la couleur précise qu'on avait au sol, etc. Alors, ce qu'ils n'avaient pas peut-être imaginé vraiment, c'était le relief général de la planète, parce que on avait juste une photo de l'endroit où avait atterri la planète, et puis on a amélioré ça au fur et à mesure du temps. Alors, on va pas faire toutes les sondes comme ça. Ces deux-là sont peut-être les plus intéressantes au début, Mariner, parce que c'est le premier survol de Mars, voilà, le premier vrai survol de Mars, et puis ici Viking, parce que c'est la première fois que quelque chose se pose sur Mars, hein. Mais après, des sondes, eh bien il y en a eu finalement pas mal quand même. On va regarder, hop là, on va regarder toutes ces sondes. Hop, ah, on a perdu Daniel. Daniel. Bon, on a perdu Daniel, c'est pas grave, il va revenir, j'espère. Donc, ces sondes, eh bien, on va essayer de les voir toutes d'un coup. Ça y est, Daniel, on t'a retrouvé. J'allais vérifier si on nous voyait bien à l'image, parce que j'avais un doute, je te voyais flou et tout ça, donc c'était bon. Voilà. D'accord. Bon. On expérimente des nouveaux matériaux. Voilà. Bon, là, en attendant, vous voyez les choses en grand. Là, Daniel, tu me confirmes, oui. On le voit en plein écran, là, enfin, ou en. C'est parfait. Le plus grand possible. D'accord, c'est parfait. Alors, ce qu'on voit ici, en fait, ce sont toutes les missions qui ont pu avoir lieu sur Mars, les passées et puis les futures aussi. Vous voyez que Mars, elle a été très visitée, et pour cause, c'est ce qu'il y a de plus proche de chez nous. Hein, et donc, c'est quand même la planète la plus facile, on va dire, à aller voir. Même si c'est extrêmement difficile, ça reste l'endroit le plus facile à aller visiter, après la Lune, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, vous voyez que dans les années 60 à 70, là, ça a été beaucoup les Russes. Hein, ils avaient pas mal d'avance, les Russes, même jusqu'en 79-80, là, ça a été les Soviétiques au départ, puis les Russes après. Donc oui, là en l'occurrence c'est les Soviétiques toujours, hein, sur cette période-là. Quelques sondes américaines qui ont marqué quand même leur temps, mais surtout les Russes qui ont pas mal travaillé là-dessus. Donc vous voyez que il y a différents types de sondes. Donc le cercle le plus à l'extérieur ici là,
ce sont les sondes qui ont tourné autour de la Terre, hein, des orbiteurs donc en quelque sorte. Voilà. Et puis si on descend, même pas, ça c'est des survols, pardon, excusez-moi. Ça c'est juste les survols. Donc on est passé à côté de Mars, et on continue son voyage. Hein, donc on n'a pas le temps de voir grand-chose. Ensuite il y a les orbiteurs, c'est ce niveau-là, là, c'est celles qui restent à tourner autour de la planète. D'accord. Hein, notez au passage qu'il y a celles qui ont réussi, successful, là, et puis celles qui n'ont pas réussi, unsuccessful. Tout ce qui est en pointillé, ça n'a pas réussi. Alors, vous voyez qu'on a eu, on n'a pas eu de chance hein, pendant les premiers temps. Hein, vous voyez, il y a eu beaucoup d'échecs hein, et finalement assez peu de réussites. Hein. Donc c'était par un moment on parlait de planète maudite, on se disait ben on va jamais y arriver à faire quelque chose de convenable. Donc depuis on a fait des progrès quand même. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup moins d'échecs si vous regardez là dans les années depuis 2010 là, depuis Curiosity là, on est vraiment sur une série de réussites. Hein. Il n'y a pas eu d'échecs à déplorer sur toute cette partie-là. Ici il y avait eu un échec donc soviético-russe, alors je sais pas qui exactement a participé à celui-ci, mais en tout cas, il n'y avait pas que la Russie, il y avait aussi, ouais, c'était peut-être, je sais pas, je ne saurais pas dire, parce que 2010, pourtant, voilà, c'était plus l'Union soviétique. Ah ben non, c'est la Chine, ça. Oui, c'est la Chine. Il y a eu la Chine et puis il y a eu la Russie. Oui, oui, non, je dis des bêtises. Voilà. Mais enfin bon, bref, en tout cas, vous voyez qu'au début il y avait des échecs. Plus ça allait, moins il y en avait. Ensuite, vous avez les atterrisseurs ici, donc les choses qui se sont posées sans demander plus. Et puis enfin, vous avez les rovers ici, les choses qui se promènent sur la Lune. Hein. Voilà. Donc les noms doivent vous dire quelque chose. Curiosity ici. Hein, vous avez Mars 2020, ça doit vous parler. Mars 2020, Mars 2020, on l'appelle souvent. Voilà, les autres, pour l'instant, bon, elles sont en stand-by. Hein. Mars 2020, c'est bon, mais par contre, mars 2022, vous comprenez bien que c'est pas encore parti. Ça devait partir plus tôt, mais ça a du retard. Il y a les Chinois aussi qui ont une mission qui est en route en direction de Mars. Donc, voilà. Alors, on va essayer d'explorer ça un peu plus en détail, en quelque sorte, maintenant. On va, hop là. Alors, c'est moins pratique avec un seul écran quand même. Hein. Je suis habitué à travailler avec 2 écrans et là j'ai essayé avec un seul, mais ce sera la dernière fois, je crois. Voilà. Alors, ces missions, en fait, il y en a qui sont encore en cours, bien sûr. Regardez ici, là, vous avez un portrait de famille de tout ce qui a été réussi un petit peu autour et sur Mars. Vous avez les sondes qui se sont posées dessus, là. Hein, vous avez Viking 1 et 2, Sojourner, Spirit, Opportunity, Phoenix, Curiosity, Insight, et puis il y en a d'autres à venir, effectivement. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Et puis autour, vous avez aussi des orbiteurs hein, qui ont été mis en orbite autour de Mars et à l'heure actuelle, eh bien, il y en a encore quelques-uns qui sont en train de tourner et qui relaient d'ailleurs les informations souvent qui nous viennent de la planète. Bon, ça nous permet aussi de cartographier la planète, de la voir plus en détail et de voir à quoi elle ressemble. Et du coup, tiens, ça va être l'occasion d'aller faire un petit survol, nous aussi peut-être de Mars. On va pouvoir aller voir à quoi ça ressemble. Et pour ça, eh bien, on va aller voir une petite animation qui va nous permettre, vraiment pas pratique avec un seul écran. Hop là, on va partager, voilà, ici, une vidéo et on va aller voir cette planète Mars d'un peu plus près. Alors, déjà, pour se donner une idée de la position dans laquelle elle se trouve autour du Soleil, vous voyez, on a dessiné les orbites ici autour des planètes. Hein, bien entendu, elles sont pas réelles, ces orbites, c'est juste pour montrer la position des planètes et leur chemin autour du Soleil. Elles ne sont pas à la bonne taille non plus. Hein. Les planètes sont beaucoup plus petites que le Soleil, bien sûr. Ici, on va zoomer un petit peu sur Mars, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Déjà, première constatation, en s'approchant, on voit qu'il y a une calotte polaire. Vous voyez là-haut, là, la petite calotte polaire, eh bien, elle nous montre que, contrairement à ce qu'on dit parfois, il y a de l'eau sur Mars. Alors, il n'y a pas que de la glace d'eau, mais il y a de la glace d'eau sur Mars. Effectivement, il y a de l'eau sur Mars. Je vous rappelle que l'eau, elle existe sous forme solide, c'est de la glace, sous forme liquide, et c'est de l'eau
on dit eau à ce moment-là simplement, et puis sous forme de gaz, c'est-à-dire de la vapeur. Voilà. Ici, on va en trouver sous forme solide, effectivement, mais même si on n'en trouve pas à l'état liquide. Alors voilà la planète d'un peu plus près. La première constatation, c'est qu'elle est pleine de cratères, et ces cratères nous indiquent qu'il n'y a pas d'air, ou pas assez en tout cas, pour effacer les traces. Alors, ça n'empêche que on a des traces intéressantes et on les cartographie grâce à des petites sondes comme celle-ci. Ici, Mars Express, par exemple, qui continue à tourner autour de Mars et qui nous permet d'avoir des images en haute résolution comme on a ici. On voit qu'il y a des traces d'écoulement. Vous avez remarqué peut-être une trace, je vais revenir un petit peu en arrière, ce sera plus visible. Ici, sur la droite de l'image, ici, là, vous avez, sur la droite de l'image, une zone qui montre comme un écoulement, en fait, hein, où on a l'impression qu'il y a une rivière qui a coulé sur Mars. Et effectivement, il y a fort longtemps, sur Mars, eh bien, il y avait de l'eau à l'état liquide. Pour avoir cette eau à l'état liquide, évidemment, eh bien, il fallait qu'il y ait une atmosphère plus épaisse. Pour des raisons de pression notamment, il fallait qu'il y ait suffisamment d'air pour garder de l'eau. Ici, de l'air, il y en a presque plus. À vrai dire, pour vous donner une petite idée, vous avez la même quantité d'air sur Mars, au niveau du sol, hein, que la quantité d'air qu'on a à peu près à 30 km d'altitude sur Terre. Donc, autant vous dire qu'il n'y a plus assez d'air pour respirer. Et de toute façon, ça n'est pas le même mélange que chez nous. Hein, donc voilà, on n'a pas les mêmes composants dans l'atmosphère et donc il n'y a pas l'atmosphère qui nous permettrait de respirer. Il n'y a pas d'oxygène en quantité suffisante pour pouvoir respirer sur Mars. Hein. C'est principalement du dioxyde de carbone qui, comme vous le savez, n'est pas quelque chose qu'on peut respirer. Voilà, on est en train de s'approcher ici d'un volcan. Maintenant, un volcan alors qu'il lui est éteint. Hein, ce volcan, il est complètement éteint, mais il y a fort longtemps, eh bien effectivement, il y avait de la lave qui en giclait. Alors attention, pour vous donner une idée de la taille, la petite falaise que vous voyez sur le bord du volcan, là, qui est devant nous, là, la petite falaise, elle fait 7 km d'altitude quand même, hein, 7 km de haut, avant d'arriver sur une zone un peu plus, un peu moins abrupte, on va dire, hein, mais pour traverser ce volcan, là, de part en part, bien compter à peu près 800 km. En d'autres termes, si vous vouliez aller sur Mars, si vous vouliez comparer, la taille de ce volcan par rapport à la taille de la planète, eh bien, on pourrait dire qu'il tiendrait finalement sur la surface de la France. Voilà. Si vous posiez ce volcan sur la Terre, il couvrirait la totalité quasiment de la France. Voilà. Donc c'est vraiment un volcan énorme sur une planète qui est 2 fois plus petite que la Terre, encore une fois. Voilà. Alors, pour aller vers Mars, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué à plusieurs titres. On va en reparler juste après, mais je voudrais vous montrer un petit peu comment on fait pour envoyer un robot sur Mars et voir un peu ce qu'on envoie. Alors ça, c'est le départ du robot Curiosity, qui est parti donc il y a quelques années maintenant. Il est en haut là dans la partie un peu renflée de la fusée. On va l'envoyer depuis Cap Canaveral, hein, vous savez là d'où sont partis les astronautes au moment de la course vers la Lune. Voilà, donc on a notre robot qui est quelque part là-haut dans sa fusée, une fusée Atlas, hein, c'est le nom qu'ils lui ont donné, et donc on va l'envoyer en direction de Mars. Alors bon, il faut accélérer déjà pour sortir de l'atmosphère. Ça, c'est la première chose, la plus consommatrice, on va dire, en énergie. Ça va être ça principalement. C'est-à-dire que faut arriver à s'extirper du sol, à s'écarter du sol, s'arracher du sol, et c'est pas une mince affaire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a des boosters sur le côté, des boosters qui vont bientôt s'éteindre ici et qui vont être largués pour permettre à la fusée de continuer son voyage avec d'autres boosters. Vous voyez, il y en a 4 là qui se sont éteints. Voilà, qu'on va dégager. Voilà, les 4 boosters accessoires, auxiliaires, pardon. Voilà, là on regarde vers le haut de la fusée, regardez, hop là, il y a la coiffe qui s'est détachée. Et donc, derrière cette coiffe, on a le robot qui va être envoyé. Donc là, ce qui nous reste à ce moment-là, c'est ça. Il reste plus que ça, en fait, de la fusée. Cette partie-là, elle va être dirigée en direction, dans la bonne direction, vers Mars. Et c'est parti pour un voyage qui va durer 8 mois et demi. Donc, ça va partir
Voilà, on va la diriger dans le bon sens. Et puis voilà, on lui a donné son élan et elle s'en va à 20 000 km à l'heure comme ça pour parcourir un voyage qui va durer donc 8 mois et demi. Voilà, hop, c'est parti. Alors, arrivé au bout de 8 mois et demi, voilà, on arrive auprès de Mars, on a bien visé, etc. 8 mois et demi de voyage, c'est quand même pas loin. Et donc là, on va devoir ralentir, on va à 20 000 km à l'heure et il faut qu'on se pose. Donc, il va falloir qu'on aille à 0 km à l'heure, quoi. Donc, on descend dans l'atmosphère, ça permet de ralentir la sonde grâce à un bouclier thermique et à la petite couche d'atmosphère qu'on a. On va pouvoir ralentir cette sonde jusqu'à peu près 3000 km à l'heure, ce qui est encore beaucoup. 3000 km à l'heure, c'est quand même très très rapide. C'est pour vous donner un ordre d'idée, je vous rappelle qu'un avion de ligne, par exemple, ça va à 900 km à l'heure. Là, vous voyez des petites choses qui s'en vont. En fait, c'est des masses-notes qui ont été mises là pour contrebalancer la masse de la sonde. Voilà, on a ouvert un grand parachute qui nous a permis de ralentir à 300 km à l'heure. C'est encore la vitesse d'une voiture de course. On largue le robot avec des rétrofusées pour l'éviter de descendre trop vite, vous voyez. Tout ça est très très technique, c'est très compliqué évidemment pour arriver à ça. Et puis arriver à quelques mètres du sol, à une vingtaine, trentaine de mètres du sol, on déploie des câbles comme ça qui vont permettre de déposer la sonde à la surface de Mars. Voilà, et puis l'atterrisseur ici, ce qu'on appelle le craner, en fait la grue en quelque sorte, va aller s'écraser un peu plus loin pour ne rien abîmer, être sûr de pas casser quoi que ce soit. Voilà, donc notre robot il est arrivé sur Mars, ce robot donc Curiosity, il est arrivé là-bas, il va pouvoir déployer ici ses caméras et il va pouvoir commencer ses investigations. Voilà, donc on a ici un mouvement rotatif de cette caméra. Cette caméra, en fait, qui est traitée notamment en France. Il y a des données qui partent de là-bas et qui sont traitées en France, notamment à Nantes. Il y a des gens du laboratoire de planétologie et de géodynamique de l'université de Nantes là qui travaillent sur cette caméra, sur les données qu'elle fournit pour les exploiter, etc. Donc on a des Nantais qui s'occupent de ça. Voilà. C'est derrière le coffre que vous voyez là. Oui, tu voulais dire quelque chose, Daniel, peut-être? Oui, je profite, tu parles justement de Nantes. Il y a eu des questions sur le sujet. Donc, la France, bien sûr, participe à ce genre de mission, même si on lance pas les fusées. Par exemple, vous voyez là le sommet avec au bout du mât, le bras rotatif là, qui a été construit à Toulouse, en France. Donc, vous voyez, la France participe. C'est intéressant de le préciser. Et puis donc en échange, on reçoit des données qu'on peut traiter, et à Nantes notamment. D'accord. Alors, je vois en même temps une question sur les maslottes, en fait. Qu'est-ce que c'est les maslottes dont on parlait? Effectivement, ce sont des petites masses qu'on a larguées c'est du lest en quelque sorte, quoi, qui était utile pour bien positionner la sonde à l'entrée dans l'atmosphère. Voilà. Je reprends la vidéo. J'espère qu'elle s'est arrêtée au bon endroit pour tout le monde. Voilà, on va reprendre cette vidéo. Alors, la partie que vous voyez à l'arrière ici, qui ressemble un peu à un coffre en quelque sorte, cette partie-là, c'est le carburant en quelque sorte. C'est du plutonium qui fonctionne, qui permet d'alimenter finalement de donner de l'énergie nucléaire à ce robot-là. Il fonctionne au nucléaire. Ça lui permet d'avoir une grande autonomie avec très très peu de carburant entre guillemets, quoi. Voilà. Là, vous voyez le laser qui va entrer en action pour pulvériser la roche devant lui, en fait, et être capable d'analyser la composition de ce qu'il est en train de pointer. Voilà, avec son laser, là, il pulvérise la roche, et donc le petit nuage de poussière qu'il va voir va lui indiquer la composition de tout ça. Voilà, donc ce robot qui fait à peu près 1 tonne, il est bardé d'instruments scientifiques, et donc il y a à peu près 1/10 de son poids, donc à peu près 100 kilos, juste de matériel scientifique. Voilà, du matériel qui va permettre d'analyser tout ce qu'il va être capable de trouver. Vous voyez, il va faire un forage ici, par exemple. Alors, ça prend du temps. Vous voyez la petite pendule qui tourne là, qui nous indique que ça prend du temps pour faire un forage comme ça, effectivement. Et donc, ce forage va pouvoir être analysé directement à l'intérieur. Donc, c'est un véritable laboratoire ambulant, ce qu'on voit ici. Voilà. Donc, on ramène ici, hop là, on va larguer, vous voyez, hop, la petite poussière là qu'on a récupérée, et elle va être analysée ici par un spectromètre pour ceux qui connaissent.
Voilà, un spectromètre qui va nous dire exactement de quoi est composée cette poussière. Hein. Donc voilà, ça va déterminer finalement ce qui compose la poussière. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend des choses sur une planète comme Mars. Donc ça, c'est le robot Curiosity, celui qui est en fonction en ce moment depuis 2012. Hein, depuis 2012, il se promène sur Mars comme ça. Il a parcouru pas mal de kilomètres. Et voilà son petit frère, en quelque sorte. Ça, c'est le nouveau robot qui s'en va, qui s'appelle Persévérance, qui est en route pour l'instant et qui va arriver là au mois de février. Je n'ai plus la date exacte, hein, mais ça se retrouve très facilement. Daniel, tu as peut-être le jour? Oui, le 18 février, suivez ça en direct. Alors, voilà. en direct. Alors, Le évidemment, 18 février. ouais, Et il y lui, aura alors, il personne sera pour équipé, vous filmer. voyez, il aura même un petit drone avec, hein, qui pourra aller voir un peu plus loin. Et il va atterrir ici, dans ce cratère. Pourquoi ce cratère? Parce que regardez, il y a quelques milliards d'années, voilà à quoi ça ressemblait. Et c'est très intéressant parce que Mars avait effectivement… Excuse-moi, oui, Vincent, on ne voit pas les mêmes images que tu commentes. Voilà, là, je vois le cratère. le Et puis, cratère. Quel et puis maintenant, on voit un globe de Mars. En fait, on a fait des gros plans on voyait quelqu'un dans un laboratoire à fabriquer l'hélicoptère, et c'est ce qu'on ouais. voyait pendant que tu décrivais le sol martien, la zone D'accord, d'atterrissage. ok. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Du coup, on va essayer de voir, peut-être, je vais redécrire. Ici, on voit le drone, là. C'est ça? Ok, bon, j'espère que tout le monde voit la même chose. Donc, ce drone, il va atterrir ici, dans ce cratère, ici, là, qui a été un jour rempli d'eau, puisqu'il y a plusieurs milliards d'années, il y a 4 milliards d'années à peu près, Mars ressemblait à ça, avec des océans liquides à sa surface. Effectivement, à ce moment-là, il y avait suffisamment d'air pour garder un océan liquide. L'air, pour des raisons un peu compliquées que j'expliquerai peut-être un peu plus tard, a disparu et depuis, il n'y a plus d'eau sur Mars. Mais vous voyez, il y a une entrée et une sortie ici dans ce cratère, ce qui veut dire qu'on a des chances de trouver des alluvions. Et effectivement, en regardant de près, regardez ici, on voit tout un dépôt sédimentaire, un endroit où c'est déposé donc du sable, des choses comme ça. Et on va aller creuser, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. On va essayer de trouver des échantillons intéressants en espérant secrètement trouver des choses qui pourraient ressembler à des fossiles, par exemple. Et puis d'ici quelques années, hein, dans les années 30, en 2030 et des poussières, eh bien, on espère ramener des échantillons. Pour l'instant, on n'est pas capable de le faire. Pour l'instant, il faut bien comprendre que le retour d'échantillons, c'est encore quelque chose qui n'a pas été fait. Hein, et donc, on va là prendre des échantillons pour l'instant. Ça va se faire l'année prochaine, cette année, l'année prochaine. On espère prendre des échantillons, les déposer sur place, sur Mars, et ensuite envoyer une autre sonde qui viendra les récupérer. Voilà. Donc c'est pas pour demain. Il va falloir attendre encore. Et vous voyez, rien que pour ramener quelques grammes, parce que ça va être quelques grammes, hein, d'échantillons, eh bien c'est déjà très compliqué. On ne sait pas encore le faire. Alors ça pose le problème justement d'aller sur Mars pour aller l'explorer avec des hommes, pour que des hommes aillent sur Mars. Ça pose un sérieux problème, c'est qu'il faut les envoyer, mais il faut les faire revenir. On peut pas dire aux gens, on vous envoie là-bas, mais vous allez y rester, hein. Et puis vous n'allez pas rester bien longtemps parce que de toute façon, il n'y a rien à boire, rien à manger, il n'y a pas d'air à respirer, et puis vous êtes bombardé par des particules qui viennent du soleil qui sont très mauvaises. Dans 2 ans et demi, vous mourrez tous de cancer généralisé, etc. Ouais, super. Ça donne moins envie d'aller sur Mars, hein. Donc, si on va sur Mars, on n'y va pas pour y vivre en permanence, ou alors il va falloir qu'on fasse d'énormes progrès. On y va pour faire des sauts de puce, pour aller voir un peu ce qui s'y passe, et puis pour revenir. Revenir, ça se passe pas comme ça, c'est pas simple du tout. Pour comprendre ça, on va vous montrer une petite animation qui va nous permettre de mieux comprendre ça. En attendant, Daniel, peut-être d'autres questions à répondre? Alors, comme vous avez dû vous en apercevoir, vous avez eu droit à quelques sondages. Souvent, je les mettais un peu en retard par rapport à ce qu'a raconté Vincent, mais c'est très bien. Comme ça vous permet de bien enregistrer qu'il y a eu des océans sur Mars. Vous avez tous bien répondu à cette question. À la question clin d'œil pour ceux qui veulent s'amuser, les Martiens existent-ils? À 92%, vous pensez que non. Et il y a quand même 8% de nos spectateurs qui pensent qu'il y a des Martiens. Sinon, tu as parlé du volcan, la taille du plus grand volcan martien. On était à 800 km. Voilà. Bon, ça se passe bien. Pour les questions, ça va. On arrive à suivre. Bon. Ok, parfait. Ok, allez, on continue. Alors du coup, voyons un peu la difficulté d'aller vers Mars. Alors, souvent, c'est quelque chose
qu'on n'évoque pas forcément, mais on dit voilà la distance entre Mars et la Terre, on dit c'est 8 mois de voyage, ou alors peut-être on va s'améliorer, ça deviendra peut-être 3 mois ou même 1 mois de voyage, j'en sais rien. Mais pour l'instant, en tout cas, on compte 8 mois et demi de voyage, à vrai dire. Comment ça se passe? Vous voyez, les planètes, elles tournent chacune à leur rythme autour du Soleil. Là, vous voyez la Terre en bas là, de l'écran, et puis Mars qui est en haut là. Et donc la Terre, elle est en train de rattraper Mars. Et il va falloir choisir le bon moment, la bonne fenêtre de tir pour aller vers Mars. Ça pourrait être là, à peu près à ce moment-là, là, vous voyez, hop, le temps d'aller vers Mars. Et puis, une fois que vous arrivez sur Mars, soit vous repartez tout de suite parce que la Terre, elle est en train de partir, soit il faut que vous attendiez que la Terre, à nouveau, ait refait un tour autour du Soleil et un peu plus parce que pendant ce temps-là, Mars continue à bouger. Donc, vous voyez, au moment où elles sont le plus proches l'une de l'autre, et vous voyez que il y a des endroits qui sont préférables à d'autres, puisqu'il y a des endroits où elles sont vraiment plus proches l'une de l'autre, en bas à gauche, là par exemple, de l'écran. À cet endroit-là, il y a à peu près 56 millions de kilomètres entre les deux planètes. Et à l'inverse, quand elles sont le plus éloignées l'une de l'autre, on va plutôt être aux alentours de 400 millions de kilomètres. 400 millions de kilomètres. Donc c'est pas simple du tout et il faut sauter d'un train en marche pour aller voir une voiture qui est à côté, quoi. C'est un peu ça l'image, c'est ça va pas à la même vitesse et on doit passer de l'un à l'autre. Donc les choses sont vraiment compliquées. C'est vraiment pas simple d'aller vers cette planète Mars. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on a encore rien fait dans ce sens-là et ça va venir, ça va venir un jour sans doute, mais il va falloir avant qu'on fasse énormément de progrès. Alors, il y en a qui rêvent d'avoir une colonie sur Mars. Bon, une colonie sur Mars, c'est gentil, mais une colonie, c'est pour coloniser. Ça voudrait dire que on voudrait aller habiter là-bas. Je vous rappelle quand même, à titre indicatif, que sur Mars, il fait en moyenne moins 80 degrés. Donc, il n'est pas question de se promener dehors comme ça, qu'il n'y a pratiquement pas d'atmosphère et que donc il faut se protéger, du Soleil, qui va bombarder des particules vraiment très énergétiques et très néfastes, très méchantes pour l'organisme. Et puis donc il y a pas d'atmosphère, on peut pas respirer, donc il faut fabriquer de l'air, etc. Tout ça est très 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 compliqué, quoi. Donc survivre sur Mars, à la limite, en emmenant tout ce qu'il faut avec vous, oui. Vivre sur Mars, moi j'ai quelques doutes quand même. Voilà. En tout cas, on sait ce que c'est que de vivre confiné, c'est pas drôle. Alors vivre sur Mars, ce serait plus que de confiné, et je pense que psychologiquement, ce serait effectivement très très difficile à supporter. Mais voilà, on est là pour se poser des questions, effectivement, et on est là. Ce que je veux dire, c'est que l'espèce humaine est une espèce qui a vocation à se poser des questions, à toujours vouloir aller plus loin, toujours vouloir savoir ce qu'il y a plus loin encore. Et donc, la première étape, c'est quand même d'aller vers Mars. Donc voilà pourquoi cette planète Mars est aussi prisée finalement. Alors, puisqu'on a visité pas mal Mars quand même, on commence à connaître pas mal de choses à la surface de Mars et on a notamment de magnifiques images. Ce serait dommage de s'en priver. Alors je vous propose qu'on regarde un petit peu quelques images qui ont été filmées par le rover, les rovers qui sont allés sur Mars, et notamment ici vous avez le cratère Gale par exemple, qui est un cratère dans lequel donc c'était posé Curiosity, ce robot dont on a longuement parlé et qui est arrivé là-bas en 2012. Voilà, donc c'est de la ultra haute définition. Voilà, c'est dans. Et donc, on voit des choses qui nous sont familières. Finalement, ça ressemble un petit peu à la Terre. Alors, au niveau des couleurs, faut se méfier un petit peu. Vous voyez, le ciel, là, il a une couleur un peu bleue. De temps en temps, il est plutôt rose. De temps en temps, il triche carrément. Il donne des couleurs qui rappellent vraiment celles de la Terre. Ici, vous allez voir que le ciel, voilà, il n'est pas du tout de la même couleur. Vous voyez, il est jaune là. Bon, tout ça, c'est un étalonnage de couleurs et c'est pas facile du tout à faire. Qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut montrer, et donc c'est en fonction de ça qu'on détermine les couleurs. Donc méfiez-vous des couleurs. Globalement, c'est quand même brun. Voilà, c'est une couleur brune, une couleur marron, orange. Voilà, là on voit les traces des robots. Vous voyez, on voit des dunes comme ça. Il faut s'imaginer que sur Mars, il y a des paysages très très variés. Ici, on voit que c'est plutôt dunaire. Il y a des dunes un peu partout. Ça ressemble à une plage. Voilà, sacrée plage quand même. Et puis ou un désert plutôt d'ailleurs.
hein, c'est plutôt le Sahara, quoi. Mais il y a des endroits où ça peut être différent. Vous voyez ici, là, on est sur le bord d'un cratère, par exemple, et on a des images qui sont assez différentes, avec voilà des cailloux qui sont devant là, mais au loin, vous voyez ce cratère qui se dessine là, et avec des falaises sur les côtés. On va essayer de voir des choses un peu plus variées. Le fond de ce cratère, par exemple, ça ressemble à ça, vous voyez. Euh, Tu m'arrêtes, Daniel, si on n'est pas dans le timing, hein, si on voit pas la même chose que ce que je suis en train de décrire. Donc ici, on voit un cratère. Alors la couleur bleue, encore une fois, il faut pas en tenir compte. Hein, c'est des couleurs qui sont pas forcément les couleurs tout à fait réelles de quand on est sur place. Hein, mais ça permet de mieux voir. De mieux voir les choses. Je voudrais vous montrer certains endroits qui sont tout à fait intéressants, comme ici, par exemple, où vous voyez, on a une sorte de sol argileux. Hein, vous avez des argiles à cet endroit-là, par exemple, et c'est intéressant parce que les argiles, finalement, sont des endroits où euh, la terre, le sol a des choses à nous dire, finalement. Hein, on a des choses à apprendre, c'est des dépôts, finalement. Et donc, c'est une géologie qui est tout à fait intéressante pour comprendre ce qui a pu se passer sur Mars et si oui ou non les conditions nécessaires à la vie ont un jour été réunies. Alors, c'était le propos de ce robot-là, ce robot Curiosity. Il était là il est toujours là d'ailleurs, hein, pour savoir si les conditions nécessaires à la vie, à l'apparition de la vie, ont un jour été réunies. Et effectivement, on le sait, les conditions nécessaires à l'apparition de la vie ont été réunies. Mais ça ne veut pas dire que la vie pour autant soit arrivée. Hein, c'est important de faire cette différence. Et d'ailleurs, le nouveau robot qui s'en va, Persévérance, là, qui est en chemin en ce moment, eh bien, il a pour vocation d'essayer de trouver, lui, des traces qui montreraient que la vie a existé. Alors, ou pas, hein, voilà, de trouver des traces ou de justement ne pas en trouver, quoi. Hein. Voilà. Mais on voit bien en tout cas que, notamment avec les images qu'on vient de voir ici, qu'il y a eu des allusions. Voilà ce qu'on voit ici, là. Vous voyez, ce sont vraiment des couches successives, là, et on comprend bien que c'est quelque chose de sédimentaire, c'est-à-dire que ça s'est déposé petit à petit, hein, comme on voit ça sur Terre, un petit peu de la même façon. Et donc, ce sont ces couches qui sont très intéressantes et dans lesquelles on pourrait chercher un petit peu le passé de la planète et voir si là-dedans, il n'y a pas, pourquoi pas, des organismes, des petits organismes, hein, des petites choses toutes petites, mais qui auraient eu le temps d'exister sur Mars. Voilà. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'aujourd'hui, sur Mars, il n'y a plus de vie. Les conditions nécessaires à l'apparition de la vie ont été à un moment respectées sur Mars. Est-ce que la vie est arrivée? On n'en sait rien. Si elle est arrivée, de toute façon, elle n'a pas pu rester bien longtemps. Elle n'a pas pu évoluer donc bien longtemps. Donc, faut pas s'attendre à voir des choses évoluer, hein, comme je sais pas des crevettes ou des poissons. On n'aura pas tout ça. Hein. On pourrait éventuellement trouver des petits résidus de bactéries ou des choses comme ça qui montreraient que oui, il y a eu une forme de vie sur Mars, mais ça n'a de toute façon pas duré suffisamment longtemps pour voir quelque chose. Voilà. Bon, c'est tout. Des éléphants peut-être? Alors les éléphants, faudra chercher beaucoup. Non, Alors, pas de j'ai mis quelques sondages en ligne pendant que tu racontais tout un tas de choses. Alors, notamment, tu peux remettre les images de Mars, hein, c'était intéressant à regarder. On était arrivé à la fin de cette vidéo, là, du coup, ça tombait très bien. Le premier robot roulant sur Mars, alors vous avez été assez partagé dans les réponses. Hermès, c'est le nom d'une espèce de navette spatiale qu'on voulait faire en Europe, mais elle a été abandonnée dans les années 90. Donc en fait, c'est Sojourner la bonne réponse. Sojourner, le premier rover se promenant, roulant tout seul sur Mars comme une petite boîte. C'était en 1998, hein, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Persévérance. Ouais. Persévérance, c'est celui qui est en route en ce moment, qui est parti au mois d'août dernier et qui arrive dans un mois. Donc c'est pas encore, enfin c'est bientôt, mais c'est pas le premier bien sûr. Pour ce qui concerne le voyage, pour un aller-retour sur Mars pour des astronautes, alors là vous avez plutôt bien répondu. Hein, c'est à peu près, on évalue environ 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Donc pas 6 mois. 6 mois, c'est l'aller simple. Alors, comme ces robots que vous voyez, dont Vincent vous parle, ces robots ne font que l'aller, ils reviennent pas. C'est 6 à 8 mois de voyage, à peu près.
Voilà, alors justement, je voulais vous montrer Sojourner, juste au moment où tu as commencé à en parler, c'était le moment où j'étais en train de chercher la photo, ça tombait bien. Ça, c'est Sojourner, c'est le premier robot qui a roulé sur Mars. C'est la première fois que des roues se promenaient sur Mars. Voilà, et c'était en 1996 ou 97. Hein, c'était un peu avant ce que tu disais, Daniel. Je crois que c'était 96, il me semble, hein, de mémoire. Voilà, c'était le premier à rouler sur Mars. Ensuite, il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres robots et il y a une photo intéressante ici où on va en voir, on va voir les trois principaux, on va dire, ou voilà, pour avoir une idée de taille. Vous voyez, Sojourner en 1997. Hein, c'est ce qu'on disait. Ensuite, il y a eu Spirit et Opportunity, deux jumeaux finalement, hein, qui sont arrivés là-bas en 2004, que vous voyez à gauche de l'image. Là, donc on a un personnage hein, qui nous permet d'avoir une idée de l'échelle que ça représente. Et puis enfin, le robot Curiosity, dont on a longuement parlé tout à l'heure, hein, et qui est arrivé là-bas en 2012. Voilà. Donc ça, c'est pris sur Terre, hein, évidemment. Rassurez-vous, le gars qui est pas parti avec les robots. Hein. Ça a été des photos qui ont été prises sur Terre avec des répliques de ces robots-là. Voilà. Alors, vous voyez qu'on est capable d'envoyer des choses de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes. En 97, je me souviens très très bien de ce petit robot Sojourner. C'était extraordinaire d'avoir pu envoyer cette chose-là là-bas, qu'elle allait se déplacer, etc. Vous voyez qu'on a fait des progrès. Maintenant, Sojourner, il tiendrait dans une roue de Curiosity. Donc, on est capable de faire des choses de plus en plus performantes de ce point de vue-là. Voilà. À noter au passage que Spirit et Opportunity, on en avait envoyé deux en se disant, au moins s'il y en a un qui marche pas, on aura le deuxième. En fait, les deux ont très bien marché et ils devaient fonctionner pendant 3 mois chacun. Finalement, il y en a un qui a duré, je crois que c'est 17 ans. Non, je dis des bêtises, puisque en 2004, c'est pas possible, 17 ans. Ça doit être 13 ans alors. Plus, on l'a perdu en 2018. Eh ben voilà, c'est le 2017 en fait qui m'a induit en erreur. C'était voilà jusqu'en 2017-2018 en fait, hein, parce que 2018 ça faisait un petit moment qu'on essayait de le rattraper et que c'était un peu compliqué quoi. Donc Opportunity a ramené des informations jusqu'en 2017 ou 2018. Donc c'est quand même drôlement bien. Entre 2004 et 2018, ça fait un bon voyage. Il était prévu qu'il fonctionne sur 600 mètres. On avait prévu de lui faire 600 mètres. Et en fait, il a fait plus qu'un marathon. Hein, il a fait quelque chose comme 50 km. Voilà, on se souvient du jour où ils ont annoncé qu'il avait atteint la distance d'un marathon. Voilà. Et du coup, Curiosity, il est parti avec l'objectif de rester, de faire 25 km sur place et puis de durer pendant 2 ans et demi. Et en fait, il fonctionne encore. Voilà, c'était en 2012, donc ça fait 8 ans qu'il est là-bas, bientôt 9 ans, et ça a bien fonctionné pendant ce temps-là. Donc, on est plutôt content. Et puis, on a profité de ça, de tout ce qu'on a appris de technologie avec ce robot-là pour s'améliorer encore et envoyer donc le nouveau robot Persévérance. Hein, qui arrive là-bas au mois de mars, comme on le disait. Voilà. Hop. Alors, depuis qu'on parle de Mars, je ne vous ai pas parlé de sa taille. Il faut bien comprendre que Mars est beaucoup plus petite que la Terre. Alors pour ça, je voudrais vous faire une comparaison. Comme ça, on va imaginer une comparaison entre les deux planètes. Voilà, hop. Voilà, donc voilà Mars à droite, la Terre à gauche, vous avez reconnu, hein, c'est pas dur, et on se rend bien compte qu'effectivement, elles n'ont pas la même taille. Mars est beaucoup plus petite que la Terre. Alors qu'est-ce que ça implique ça? Eh bien, ça implique que Mars étant plus petite que la Terre, elle a pu, elle a entre guillemets refroidi plus vite. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais en tout cas, elle est plus froide. Elle est plus froide de l'intérieur. Hein, je parle pas que de l'extérieur. L'extérieur, effectivement, il y fait plus froid parce qu'on est plus loin du Soleil, mais l'intérieur a refroidi, c'est solidifié en quelque sorte d'une façon plus efficace que la Terre. Le résultat, c'est que au milieu de la Terre, on a un noyau solide, vous devez savoir ça, un noyau solide de fer et de nickel qui tourne dans une partie de noyau liquide qui est aussi composé de fer et de nickel. Donc on a un noyau de fer qui tourne dans un autre noyau de fer, en quelque sorte. Et ça, cette friction, elle génère un champ magnétique autour de la Terre. C'est ce qui nous donne d'ailleurs les aurores boréales. Et ces aurores boréales, ce champ magnétique, mine de rien, eh bien, ça nous protège
Ça nous protège des radiations qui viennent du soleil. Et d'ailleurs, ces radiations, c'est bien ce qu'on voit dans les aurores boréales. Ces belles couleurs qu'on voit avec les aurores boréales, eh bien, ce sont les gaz qui sont excités par les radiations qui viennent du soleil. Donc, on est protégé par ce bouclier magnétique à cause de ce noyau qui tourne au milieu. Sur Mars, on n'a pas ce noyau liquide. Qui permettrait une mobilité au milieu de la planète. Donc, il n'y a plus de mouvement comme ça, et donc il n'y a plus de champ magnétique. Et ce champ magnétique n'existant pas, eh bien, les particules qui viennent du Soleil, elles vont bombarder la planète d'une façon beaucoup plus violente, beaucoup plus intense. Elles sont pas du tout redirigées, ni atténuées, ni quoi que ce soit. Et donc, ça va bombarder la planète. Et la première chose que ça va rencontrer, eh bien, c'est les particules qu'il y a dans l'atmosphère, notamment les atomes et les molécules qui composent l'atmosphère. Et ces particules qui viennent du Soleil sont tellement violentes, tellement puissantes, qu'elles vont être capables de casser les noyaux des atomes et des molécules qui tournent autour de Mars. On se retrouve donc avec des choses qui sont toutes petites, des particules qui sont très éphémères et très volatiles et qui vont quitter la planète. La planète n'est pas assez grosse pour avoir une gravité qui permette de garder toutes ces choses autour. Donc tout ça va s'éparpiller et s'il n'y a plus toutes ces choses-là, il n'y a plus d'atmosphère, ou très peu en tout cas, et donc cette atmosphère, eh bien, elle ne jouit pas d'une pression aussi importante que sur la Terre. Vous savez, la pression, c'est la quantité d'air qu'il y a dans un endroit donné pour un volume donné. C'est la masse volumique, si vous préférez, la densité de l'air. Sur Terre, par exemple, on dit qu'on a 1000 hectopascales. 1000 hectopascales. Voilà, ça c'est l'unité de mesure, c'est l'hectopascal, c'est comme ça. Peu importe ce que ça représente 1 bar de pression, c'est la même chose. Mais peu importe ce que ça représente, ce qui est important, c'est de voir que c'est 1000 hectopascales. Eh bien, la densité de l'air sur Mars, elle est de l'ordre de 10 hectopascales. Vous avez 10 hectopascales de pression là-bas sur Mars. Donc c'est très très peu, et on comprend que effectivement, il n'y a pas assez d'air pour y être, et surtout pas assez d'air pour qu'on ait de l'eau à l'état liquide. Voilà, donc la boucle est bouclée. Vous voyez, c'est le fait que la planète soit trop petite ne lui permet pas d'avoir un champ magnétique, ça ne lui permet pas du coup de garder une atmosphère intègre, et du coup, ça ne permet pas d'avoir de l'eau liquide à sa surface. Et c'est pour toutes ces raisons-là que Mars aujourd'hui est vraisemblablement du coup une planète morte, à moins qu'il y ait des choses en profondeur qu'on n'a pas soupçonnées, mais c'est assez peu probable quand même. Mais vous voyez que on a encore des choses à apprendre effectivement sur ces planètes. Il y a encore plein de choses à apprendre, puisque c'est pour ça d'ailleurs qu'on envoie des sondes comme cette sonde Persévérance, ce rover Persévérance qui va arriver bientôt. Voilà. Comment le monsieur sur la photo est-il arrivé sur Mars? Oui, effectivement. J'ai donné la précision tout à l'heure. Peut-être des questions, Daniel? On arrive au bout de ce que je comptais dire, là, voilà. Donc, si vous avez des questions sur des choses que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas. Comme je le disais, il y a plein de choses à dire et on pourrait durer des heures et des heures. Mais là, je vois qu'il reste 5 minutes et je me dis, tant qu'à faire, autant les consacrer à répondre à vos questions. Alors, Daniel. Alors, en attendant d'autres questions arrivent, un petit topo sur les sondages en cours. Vous avez Mars a-t-elle le même âge que la Terre? Oui, non. Eh bien, c'est assez partagé. Tu peux répondre, je pense. Sur le sondage. Mars a-t-elle le même âge que la Terre? Alors, Mars a-t-elle le même âge que la Terre? Oui, à peu près. Les planètes sont arrivées à peu près en même temps. C'est-à-dire que vous avez le Soleil qui s'est formé il y a à peu près 5 milliards d'années, on va dire, un petit peu moins. Et puis très rapidement, en fait, les premières planètes se sont formées, et juste après, les planètes suivantes. En fait, tout ça s'est fait en quelques centaines de millions d'années, ce qui est très très peu, même peut-être quelques dizaines de millions d'années. Alors, j'étais pas là, j'ai pas pris mon chrono à ce moment-là, mais voilà, selon les modèles, on sait que ça s'est fait vraiment très très rapidement. Donc, on peut dire que Mars et la Terre, oui, se sont formés ensemble à l'échelle géologique. Ça n'a pas été. Si on avait été à côté, on aurait pu dire laquelle s'est formée en premier, mais je suis pas persuadé qu'on ait des indices suffisamment précis pour savoir laquelle des deux s'est formée un peu avant l'autre ou un peu après. Globalement, c'est à peu près la même chose.
Hein, voilà, on va comparer ça sur des échelles géologiques, donc c'est à peu près la même chose. Tu as peut-être plus de détails, Daniel, non? Non. Titouan voudrait savoir en quelle année on pense pouvoir aller sur Mars. Alors, ben, ça dépend à qui tu demandes, Titouan. Parce que il y a des gens qui disent on sera capable d'aller sur Mars en 2025. Bon. Alors la question c'est de savoir mais comment on fait. Alors on discute un peu, puis on dit bah si en 2025 on aura tous les moyens pour aller sur Mars, pour envoyer des gens sur Mars. Ouais, on les envoie sur place. L'espérance de vie, bah pas longtemps. Juste on les envoie et puis ils se débrouillent quoi. C'est pas très sympa. Hein, donc, il faut prévoir bah, de revenir ou de pouvoir rester sur place et de pouvoir vivre sur place. Et ça, pour l'instant, bah, on n'a pas vraiment de solution. Donc, vraisemblablement, oui, on ira sur Mars, mais sans doute pas en 2025, comme on peut l'entendre. Alors, dans le meilleur des cas, moi, je pense qu'il faudra au moins 10 ans encore pour qu'on soit capable d'envoyer des hommes en toute sécurité. Et donc, pour l'instant, les techniques qui vont nous permettre de faire ça, on les connaît pas encore. Pas à notre niveau en tout cas. Il y a peut-être des gens qui ont des idées auxquelles on n'a pas pensé, mais en tout cas, aller sur Mars, comme on l'a dit, c'est très compliqué. Y survivre, c'est déjà pas simple, mais alors y vivre, c'est encore pire. Et encore une fois, y survivre, ça veut dire je vais là-bas, mais j'ai un plan de retour, quoi. Et revenir de Mars, c'est aussi très compliqué. Et oui, il faut aussi imaginer que pour partir vers Mars, il va falloir une fusée qui va faire peut-être 100 mètres de haut, la hauteur de la Tour Bretagne à Nantes, par exemple, pour ceux qui sont nantais. Hein, donc, il faut une grande fusée qui va partir en direction de Mars. Et puis, une fois qu'elle arrive sur place, ben, il reste plus grand-chose. Si vous regardez comment ça s'est passé pour la Lune, la fusée qui part vers la Lune, elle fait 110 mètres de haut. Quand elle arrive sur la Lune, il reste plus qu'un petit module qui est grand comme une chambre à coucher, quoi, un peu plus grand que ça, mais c'est tout petit, quoi, finalement. Et donc, ben pour aller vers Mars, c'est encore pire, c'est beaucoup plus compliqué. Notez que, vous voyez, si la Terre est grosse comme ça, par exemple, on a dit Mars, ça fait à peu près ça. Eh bien, la distance qu'il faudrait mettre entre les deux pour avoir la bonne proportion, c'est 700 mètres. Voilà, donc je laisse le soin aux adultes d'expliquer à leurs enfants ce que ça fait 700 mètres en fonction de l'environnement qui est autour de vous, mais c'est pas du tout la même chose que la Lune, qui elle serait, je l'ai pas la Lune ici, mais ce serait une balle de ping-pong qu'on mettrait à 5 mètres de la Terre, là. Donc vous imaginez, voilà, ça c'est Mars, il faut la mettre à 700 mètres, alors que la balle de ping-pong par rapport à la Terre, en fait, elle serait à juste 5 mètres de distance. C'est plus du tout la même chose. Et déjà envoyer des hommes sur la Lune, c'était compliqué et on n'a plus les moyens aujourd'hui de le refaire. On n'a plus les moyens techniques de le faire. En fait, on n'a plus les fusées qui nous permettent de le faire. Il faut tout reconstruire à chaque fois. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on ira sur Mars? Je ne sais pas. Tu en as parlé tout à l'heure, mais il faudrait préciser à Corentin qui est assez jeune, Corentin qui voudrait savoir pourquoi il y a plus d'eau sur Mars. Alors, comme j'expliquais, en fait, effectivement, pour qu'il y ait de l'eau quelque part, il faut qu'il y ait une atmosphère suffisamment épaisse pour pouvoir garder de l'eau. Après, le pourquoi, c'est compliqué. Hein, si Corentin, si tu es, si t'es 5 ans. jeune, 5 ans, oui. Donc effectivement, l'eau n'est pas restée sur Mars parce qu'il n'y a plus d'air pour garder l'eau et il n'y a plus de gravité non plus assez pour pas assez de gravité et plus assez d'air pour pouvoir garder de l'eau sur Mars. Voilà. Donc l'eau, c'est pas tout à fait vrai, mais on va dire ça comme ça. Elle s'est évaporée. Elle a disparu comme ça. Elle s'est évaporée. Elle est partie dans l'espace. Elle s'est mélangée avec l'espace. Elle est partie dans le vide. Voilà. Donc il n'y a plus d'eau liquide, en tout cas sur Mars. Il en reste sous forme de glace. Tant que c'est de la glace, ça marche. Voilà. Mais après, une fois que c'est plus de la glace, c'est très compliqué. Et c'est vrai que malgré le fait qu'il fait très froid, c'est pas toujours de la glace parce que il y a un moment où ça va quand même fondre et à ce moment-là, ça va se dissiper dans l'espace. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Je voulais juste donner mon avis concernant le vol sur Mars. Je pense qu'il n'y aura personne sur Mars. On ne sera pas capable de se décider à envoyer quelqu'un avant 2040, 2050 probablement. C'est très, très dépendant de budget. Ça veut dire que ça dépend de la politique internationale, par exemple, de ce qui est voté comme président aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est eux qui apportent la majorité de l'argent nécessaire pour un tel voyage. Donc, vous voyez, ce qui se passe politiquement aux États-Unis, qui n'a rien à voir avec la planète Mars,
peut avoir un effet sur quand on se décidera à envoyer des astronautes sur Mars, parce que évidemment, un seul pays ne sera pas capable de le faire. Il faudra que l'Europe s'y mette, soit d'accord avec les États-Unis, peut-être avec la Chine, on ne sait pas, ou alors les Chinois font leurs petites affaires de leur côté. C'est très difficile de deviner à l'avance ce qui va se passer dans le futur, même si on avait presque les capacités techniques de le faire, c'est pas sûr qu'on décide de le faire, qu'on mette l'argent pour le faire. Alors c'est pareil, c'est intéressant ce que tu dis. Et je répondais à une question hier. Il y a un enfant qui me disait oui, mais j'ai entendu qu'il y avait des gens qui disaient qu'ils allaient aller sur Mars ou qu'on allait aller sur Mars. Oui. Alors on a dit aussi par exemple qu'on pouvait se désinfecter les poumons en y injectant de l'eau de Javel. Vous voyez, on entend des choses un peu ridicules comme ça, quoi. Donc ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose que forcément ce quelque chose va arriver. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est une bonne idée. Voilà. On peut imaginer plein de choses. Il y a eu un moment où, par exemple, dans la course à la Lune, les Américains se demandaient comment on peut faire pour envoyer des gens sur la Lune, etc. Et il manquait d'idées encore, et il fallait trouver la bonne formule, le bon moyen, parce que c'est très très compliqué d'aller là-bas. Et il y avait des ingénieurs qui avaient dit, bah alors, on envoie des gens sur la Lune, avec plein de vivres, avec tout ce qu'il faut, et puis pendant qu'ils y vont et qu'ils y seront, on réfléchit à la bonne façon pour les faire revenir. Bon ben voilà, ce genre de choses, c'est gentil, mais ça fonctionne pas, quoi. On peut pas vous dire, bah tiens, on vous envoie à un endroit avec 6 mois d'espérance de vie, et puis le temps que vous soyez là-bas, on va trouver une solution pour vous faire revenir. Ben non, ça marche pas, ça. Donc oui, il y a des tas d'idées comme ça qui semblent très bonnes sur la base, et puis quand on y réfléchit 2 secondes, on se dit ouais, non, c'est pas une bonne idée en fait, quoi. Donc il faut trouver les bonnes choses. Alors il y a des gens qui réfléchissent à la vitesse de l'éclair et qui ont de plein de bonnes idées, etc. On compte un peu sur eux. On peut citer Elon Musk par exemple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et qui a voilà, qui a un personnage très très ambitieux et qui fait plein de choses, pas toujours forcément extraordinaires, mais en tout cas qui a les moyens de ses ambitions et qui est capable de mettre beaucoup d'argent sur la table et d'investir beaucoup d'argent pour faire des choses. Des gens comme ça, quand en plus ils ont de bonnes idées, eh ben, ça peut être super. Ça peut aller aussi très très vite, mais les idées, pour l'instant, on en est encore au point mort, quoi. On réfléchit encore aux bonnes solutions pour Mars. C'est donc pas pour demain, quoi. Voilà. Sans parler des problèmes politiques que tu évoquais, Daniel. Et effectivement, si aujourd'hui il y a un président des États-Unis qui dit allez, on va vers Mars, et puis que le suivant il dit non, mais finalement moi ça m'intéresse pas, on va plutôt aller vers Vénus, bah qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et tout est lié. On est preneur, Vénus ou Mars. Moi, j'y vais pas, hein. Je te laisse ma place. Ah, tu nous expliques pourquoi? Bah, c'est un peu compliqué, quoi. Hein. Voilà, c'est un peu compliqué d'aller dans l'espace. Ça demande une forme physique déjà que j'ai pas. Alors pour ceux qui connaissent pas nos webinaires, pour Mars, vous allez vers un congélateur. Pour Vénus, vous allez dans le four. Donc vous choisissez selon vous aimez le froid ou le chaud, vous choisissez l'une des deux planètes. Si on pouvait faire les promenades, bien sûr. Ah oui. Bon. Autre chose? Je pense qu'on a fait le tour de la plupart des questions que vous nous avez posées. Donc, on va pas tarder à se quitter. N'oubliez pas qu'on a d'autres webinaires, hein. Normalement, tous les mercredis, on s'y recolle. Le prochain, je crois, faut choisir le sujet. Ça sera sur Facebook. Il faut nous suivre aussi également sur Facebook. Regardez l'actualité, ça, c'est sur notre site internet. Hein. Vous le trouverez facilement aussi sans trop de difficultés. On va vous proposer plein de choses. Et puis, à l'approche des vacances, rappelez-vous, pendant les vacances, ça sera tous les jours. Tous les jours, on vous proposera un thème. N'oubliez pas que, vous voyez, on est plusieurs, on raconte pas tout à fait la même chose, même si on parle du même sujet, ça peut être très différent. Donc, c'est assez amusant des fois de regarder 2 fois le même thème, mais avec soit Vincent, soit Esteban, soit moi. Et à chaque fois, vous trouverez la présentation différente. Vous allez retenir des choses, vous allez apprendre des choses différentes. Donc, n'hésitez pas à suivre plusieurs fois les mêmes sujets, c'est pas d'importance. On y trouve toujours son compte. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'il va être temps de prendre congé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme disait Daniel, n'hésitez pas à revenir voir d'autres webinaires, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres. Ce sera toujours différent, il y aura toujours plein d'autres informations à prendre. Désolé pour les petits soucis techniques qui sont un peu liés à cette nouvelle installation et qui m'ont permis de prendre des notes pour la prochaine fois. Voilà,
voilà, donc ce sera mieux la prochaine fois. Et puis, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et restez bien chez vous, faites bien attention à vous. Et puis à une prochaine fois. À bientôt. Merci.